Bien, bonjour à tous. C'est pour moi, en tant qu'urologue, un plaisir sans cesse renouvelé de venir causer à la STGO. Et donc, je remercie vivement le président Khaled Neji pour cette invitation. On a eu un petit bug informatique. Vous avez vu qu'il y a eu de communication qui a été inversée. Et grâce à notre, effectivement, collaboration, nous avons pu remettre les choses en place. Alors, nous allons tenter avec Mohamed Khlouf aujourd'hui de montrer combien il est important de se concerter sur la prise en charge de la meilleure PMA avec une interaction andrologue et gynécologue. Et nous allons essayer de vous montrer cela à travers 5 cas cliniques qui sont issus de la vraie vie. Donc, Mohamed, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, Emine. Donc, on va commencer par un cas où, comme on en voit pratiquement toujours en consultation, alors une dame jeune avec une bonne réserve ovarienne normale. Elle arrive déjà avec sa radiographie des trompes, donc une obstruction distale unilatérale, et un spermogramme légèrement altéré, Emine, donc elle ramène avec elle, mais elle ramène aussi une demande claire. Hein. Le couple, il est clair, il souhaite privilégier le naturel autant que possible, il souhaite une procréation, mais il veut prendre son temps si c'est nécessaire. Et donc, face à ce facteur masculin, c'est vrai et léger, mais je demande ton avis et je t'appelle. Voilà, alors cet homme a 35 ans. On lui retrouve 3 facteurs de dégradation du sperme qui sont, alors d'abord c'est un gros fumeur, c'est un gros fumeur de tabac et de cannabis. Vous voyez ici ce fameux instrument, le beshri, qui servait à hacher l'herbe autrefois chez les Tkerria. Et ça vraiment c'est une question que j'ai apprise à poser parce que sinon, comme c'est interdit par la loi, vous le savez, les patients ne le disent pas. Or la consommation de cannabis a un effet très délétère sur les formes typiques et la mobilité. Première chose. Deuxièmement, il est en excès de poids, BMI égale 32, et en plus il a une varicocèle clinique, et donc on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir jouer afin d'obtenir une grossesse spontanée. Alors, on discute ensemble de la situation, puisque tu retrouves quand même des choses à l'examen, et on essaye de trouver une solution pour ce sperme. Voilà. Alors, donc, il y a une discussion qui va s'opérer. D'abord, bien sûr, c'est toujours la question de la varicocèle, qui est clinique dans ce cas. Alors, elle est clinique, mais je ne veux pas me précipiter sur ce patient pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas persuadé qu'une cure de varicocèle fasse de l'effet quand le patient continue à fumer comme un sapeur et ne perd pas de poids. Ou en tout cas, je vais essayer de différer un petit peu la chose. Et la deuxième chose, le deuxième argument vous est fourni par cette image. Quand les patients sont en excès de poids, ils ont un cordon qui est très gras, comme vous le voyez, et c'est très difficile de faire une dissection veineuse très précise en épargnant l'artère testiculaire et les lymphatiques. Par conséquent, varicocèle pour l'instant de côté. Alors tu la mets de côté, mais je ne ferai la correction de la trompe en ces lieux que si on obtient un sperme compatible avec une procréation naturelle. Tu es d'accord? Bien sûr. Alors voici une révolution. Alors, au bout de 6 mois, il a fait ce qu'il a pu en perte de poids. C'est pas suffisant, il a perdu 10 kilos. Il dit qu'il ne peut pas arrêter davantage, 2 cigarettes par jour. Bon, donc sur ce plan-là, on ne peut pas jouer davantage. Le TMS est toujours mauvais. On demande une frag qui est élevée. Et là, comment peut-on avancer davantage? Eh bien, si ce n'est de faire peut-être, ou en tout cas de discuter la cure de varicocèle avec l'idée d'améliorer à la fois le spermogramme et le facteur nucléaire avec la fragmentation. Problème, dans la littérature, cette amélioration demande jusqu'à 18 mois. Donc, on ne peut pas mettre en route cette cure de varicocèle en dépit de l'âge jeune de la patiente sans avoir l'avis de gynécologue. Et Mohamed, qu'est-ce que tu en penses? Alors bien sûr, dans ce cas-là, la patiente est jeune, la réserve ovarienne est bonne. C'est vrai qu'elle doit être informée, elle aussi, de ces délais-là, hein, pour qu'elle reste compatible avec leur projet. Dans ce cas-là, ils ont voulu jouer le jeu et continuer jusqu'à la cure de varicocèle. Voilà. Alors donc, je montre une photo de la cure de varicocèle. Vous voyez que c'est du lourd. Là, c'est vraiment une varicocèle clinique. Vous voyez la taille des veines. Et donc, on va faire une dissection très minutieuse pour lier la veine, toute la veine, et rien que la veine, comme on le voit à gauche, et jusqu'à lier toute la veine et épargner l'artère testiculaire et conserver les lymphatiques pour éviter les hydrocèles post-opératoires. Alors, à 7 mois, vous voyez qu'il y a quand même une amélioration du TMS. On est à 2,3 millions par millilitre. Et donc, j'adresse la patiente au gynéco. Alors, le bleu fut, hein, donc on a réussi à corriger cette trempe. Et dans ce cas-là, donc la plastie tubaire a eu son effet. On se préparait pour une insémination et avant même l'insémination, grossesse spontanée. Donc voilà, ici, le couple a bien voulu, les conditions médicales étaient réunies et on a pu obtenir la grossesse qui était le souhait du couple. Voilà, donc c'est pas parce qu'on fait de la PMA qu'il faut
faire rentrer les couples en BMA, surtout quand ils sont jeunes et qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Ceci dit, tous les cas ne sont pas aussi faciles, Emine. Et donc, chez cette patiente, par exemple, sur ce deuxième cas, là, clairement, on a un profil différent. Nous avons une patiente qui a 35 ans. Donc déjà, nous sommes un peu plus avancés en âge. Et surtout, on voit qu'il y a une AMH qui est à 0,32 et un compte des follicules qui est concordant. Donc nous sommes en baisse de la réserve des ovaires, une obstruction proximale bilatérale et monsieur qui se présente avec elle en consultation, un spermogramme qui montre une asténospermie sévère, une oligospermie et une tératospermie. Nous avons prévu chez cette patiente qui appartient donc à ces patientes qui ont une baisse de la réserve des ovaires d'essayer de collecter des embryons sur plusieurs cycles, ça pourrait être en duostime, sauf que quand on demande les comptes rendus des anciennes FIV qu'ils ont eues, là quand même on voit des choses qui sont intéressantes. Alors première FIV, on a eu 3 ovocytes matures sur 3 et finalement un seul top sur les 2, et ça c'était en 2018, donc déjà il y a 6 ans. 2019, on réussit à avoir plus d'ovocytes, mais finalement un seul embryon J3, malgré qu'on ait eu 7 ovocytes matures. Puis par la suite, il y a eu un arrêt de la prise en charge durant la période Covid, et puis ils reviennent en 2023 encore à la FIV, 2 matures sur 4, et cette fois-ci, on essaie de pousser jusqu'au blasto, et en fait, il n'y a aucun blasto. Donc sur ce cas-là, typiquement, ça pourrait être a priori, au départ, sans la dernière tentative des échecs d'implantation, on n'est pas en échec répété, mais en fait, quand on pousse jusqu'au blasto, on voit qu'il n'y a aucun blasto qui se développe. Et donc, ma question, c'est, moi, je veux bien faire les efforts pour pouler les embryons, mais si je n'ai pas un bon facteur masculin ou une amélioration du facteur masculin, je risque de ne pas pouvoir pouler les blastocystes. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Oui. Alors, donc, pour nous, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'essayer de rechercher une cause curable avec l'examen clinique. Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui n'osent pas dire qu'ils sont encore cryptorchides. Si on ne leur pose pas la question, ils ne le disent pas. Donc, l'examen est vraiment très important. On va rechercher une infection, naturellement, avec le PCR et le premier jet d'urine. Un bilan hormonal, et vous voyez qu'ici, le patient a une testo un peu basse, 1,8 nanogrammes par millilitre, et une frag élevée. On demande toujours, et vu ces 2 dernières photos, une échographie, parce que voilà un exemple, ce n'est pas son cas, hein, mais les azospermes non obstructifs ont relativement fréquemment, enfin, c'est pas rare en tout cas, c'est loin d'être rare, des petites tumeurs infracliniques, et elles sont délétères, parce que je donne l'exemple de ce lédigome qui est sécrétant, il n'est pas palpable, si on ne fait pas l'écho, on ne le trouve pas, et simplement le fait d'ôter la tumeur peut permettre ici d'améliorer le sperme. Alors ici, on a trouvé 2 facteurs péjoratifs qui sont donc la frag élevée, la testo basse, et donc on part sur une stime avec des antioxydants et une évaluation à quand même 6 mois. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que où ça s'améliore, et on va retenter, on fera une 4e ICSI mais avec un meilleur sperme, où ça ne s'améliore pas, et vous êtes d'accord, on ne va pas refaire encore une ICSI supplémentaire avec ce mauvais sperme, et on va passer probablement en biopsie testiculaire, comme c'est proposé par la littérature. Sauf que, de mon côté, moi j'ai un challenge, parce que je vois que la réserve des ovaires, elle est en train de baisser au fur et à mesure, l'âge avance aussi, et donc, une durée de 6 mois, moi je ne suis pas sûr de pouvoir dire à la patiente que c'est 6 mois, et puis 6 mois où tu pourrais peut-être prolonger encore plus, sans non lié à une baisse des chances point de vue réserve ovarienne. Donc, est-ce que tu penses plutôt vers faire la biopsie immédiatement, sans cette stimulation hormonale ? Alors non, je préfère faire la biopsie vraiment après la stimulation hormonale, c'est important, et on le verra tout à l'heure sur un autre cas, la stimulation hormonale augmente les chances de positivité de la biopsie de 20%. Donc c'est vraiment un élément important aujourd'hui. Alors à ce moment-là, on change de stratégie. Il est possible, grâce maintenant à l'évolution de la vitrification, eh bien pourquoi pas ne pas collecter des ovocytes sur plusieurs cycles, que ce soit en duostime ou sur des cycles successifs. Et puis quand on a un pool d'ovocytes intéressant, le temps que tu puisses améliorer les choses, eh bien on pourra procéder à une décongélation, une ICSI avec transfert. Très bien. Alors, nous aussi, on a nos mauvais répondeurs en tant qu'hommes. J'ai fait une stime, le patient n'a pas répondu, il a toujours un mauvais sperme, et donc on a décidé qu'on ferait une biopsie testiculaire synchrone. De mon côté, moi, je n'ai pas chômé. Le temps que tu stimules, j'ai aussi stimulé. C'est la duostime ou la double stimulation, mais androgyne. Et là, on a récupéré 6 ovocytes sur 2 duostimes. Alors, on a fait
avec l'accord du couple, une dernière stimulation. Puis, donc, on a obtenu 2 ovocytes supplémentaires. Donc, au final, on avait 2 frais, 5 qui ont survécu à la décongélation sur 6, donc 7 en tout. Et puis, grâce à la biopsie testiculaire synchrone, on a pu micro-injecter 7 ovocytes, ce qui a permis, pour je pense, la première fois, l'obtention de 2 blastos chez ce couple et obtention d'une grossesse unique, parce qu'on a mis les 2 blastos quand même à 35 ans. Donc voilà, moi je pense qu'ici, sans qu'on ait discuté, je pense que chacun de nous serait allé dans un chemin qui n'aurait pas été peut-être le meilleur chemin pour ce couple-là. Tout à fait. Alors j'ai un 3e cas. Alors celui-là, il est venu te voir toi. Alors celui-là, il est venu me voir moi, il a 35 ans, il a un volume testiculaire du tiers de la normale, il est azoosperme naturellement, il m'a été envoyé par un endocrinologue et il me dit, moi j'ai un hypo-hypo, je regarde le bilan, effectivement, FSH basse et LH basse, et donc la question que je lui pose, est-ce que vous prenez une stimulation hormonale? Et il me dit non, je continue à regarder les papiers et je tombe sur une testo à 4 qui n'est pas normale avec l'hypo-hypo. Et là, bien sûr, je me doute de la petite entourloupette, ce patient prend de l'androtardil 250. Voilà, c'est un cas typique de patient qui arrête sa stime parce que c'est trop long. Il a des troubles érectiles, il va voir le médecin généraliste, il lui prescrit de l'androtardil et nous, ça nous fout dans la merde. Donc, je pose la question, comment est votre dame? Alors il me dit, elle est jeune, elle a 31 ans, elle a des cycles réguliers, c'est parfait. Et moi, je parle ici, sur l'hypo-hypo, je pars sur une stime très longue. Là, on est vraiment sur un protocole long masculin, si je puis dire. Et donc, j'ai besoin quand même de l'avis du gynéco par acquis de conscience. Alors c'est vrai, elle est jeune, bonne réserve ovarienne, mais moi aussi j'ai des surprises à l'interrogatoire et à l'examen, puisque c'est une patiente qui a des antécédents de pelvipéritonite, un fibrome à l'écho de 5, de 4 cm et de 5, ça veut dire qu'il faut l'opérer, et des hydrosalpinx des 2 côtés. Donc ce n'est pas une patiente facile à opérer. Bon, moi j'ai besoin de beaucoup de temps parce que j'ai besoin de faire du rétropédalage pour diminuer le rôle néfaste de l'androtardil, mais j'ai besoin également d'une longue stimulation hormonale qui donc est donc bifide, si je puis dire, ACG, FSH. J'aurai beaucoup de protocoles, mais en gros, il faut stimuler pendant 13 à 18 mois, en gros. Et ce que l'on veut, c'est une grossesse éventuellement spontanée. Il y a les hypo-hypo chez l'homme, c'est vraiment comme chez la femme, c'est un truc. Ici, dans ce cas-là, ça va être difficile avec les 2 hydrosalpinx. Oui, d'une manière générale, je veux dire. Et alors, comment on contrôle? On contrôle donc sur un bilan hormonal tous les 1 à 2 mois au départ pour ajuster les doses, notamment de FSH et de HCG. On fait un spermogramme trimestriel. Le but, c'est donc de congeler. Et ce que j'aime bien faire quand on a congelé, je me rappelle d'un dernier patient, on avait eu 21 paillettes, c'est bien de décongeler une paillette pour avoir une idée de la qualité de ce qu'on congèle, parce que quand on va arrêter la stime, on va l'arrêter définitivement, c'est très coûteux et on a besoin vraiment de ne pas donner au patient l'impression qu'il a une congélation un peu douteuse. Et alors maintenant que je sais que tu vas prendre ton temps, je vais avoir aussi besoin de temps parce que cette patiente va avoir une grosse chirurgie, d'une part ces hydrosalpinx, d'une part aussi le gros fibrome, et après le fibrome, j'aurai besoin de 3 à 4 mois avant de pouvoir envisager un transfert minimum. Alors, quelle est l'évolution de ton côté? Alors, l'évolution, comme souvent dans les hypo-hypo, elle est bonne. Alors, c'est très joli de regarder tous les spermogrammes là, pour ne pas surcharger, je ne les ai pas mis, mais en gros, on est très content parce que c'est azo, et tout à coup, apparition de cellules germinales dans l'éjaculat, donc quelque chose est vraiment en train de se passer. À 8 mois, vous voyez qu'il y a 3 spermatozoïdes après centrifugation. À 11 mois, 0,4 millions. Là, on est tenté de congeler, mais discussion avec les embryologistes, on pense que ça va encore augmenter et on va faire une congélation de meilleure qualité. Et effectivement, à 13 mois, on a congelé 12 paillettes, avec 12 paillettes de bonne qualité avec un arrêt et de la stimulation. Et la congélation, pourquoi la congélation? Parce qu'à la limite, je pourrais utiliser du sperme frais ici. Alors, on pourrait utiliser du sperme frais, mais ce que l'on veut, nous, d'une manière générale, c'est d'essayer de donner une chance à la grossesse spontanée. Oui. Et puis ici, peut-être que si à l'arrêt, il va rechuter probablement. Et en plus, voilà, on veut essayer de garder vraiment le maximum de paillettes pour une fois la stimulation arrêtée, parce que si on arrête la stime, on repart à zéro pour repartir après pour un cycle. Alors nous, de notre côté aussi, on a profité de ce temps pour faire cette chirurgie, pour avoir le temps à la patiente de bien cicatriser, et on est prêt pour la FIV. Donc vous voyez qu'ici, cette discussion que nous avons pu mener chez ce couple a épargné du temps au couple, puisque nous avons mené les 2 prises en charge en parallèle pour être fin prêt
en même temps chez ces deux personnes. Tout à fait. Comme je l'ai dit en introduction, ces stimes sont très longues et en fait sont très coûteuses. Et pour la CNAM, pour nos protocoles longs masculins à nous, la CNAM prend 3 ou 6 mois de prise en charge seulement et par la suite, donc le patient il va de sa poche. Et donc c'est très important d'essayer de gagner du temps avec cette concertation justement. Et alors, un quatrième cas, ça se complique petit à petit. Bien sûr, on est dans des cas difficiles, extrêmes, à la fois du côté masculin que du côté féminin. Là, nous avons un couple qui est marié depuis 5 ans et puis madame a des cycles qui sont réguliers, BMI normal, échographie, stérographie normale, bonne réserve ovarienne, mais quand on regarde du côté de monsieur et de leurs antécédents, ils ont eu une première ICSI où il y a eu 8 ovocytes matures et aucun embryon. Et quand on regarde le compte-rendu de près, en fait, il y a eu pratiquement un échec de fécondation. Et quand on voit le dossier de monsieur, hypotrophie testiculaire, c'est une azospermie, en fait, et à la première BT, sur le compte-rendu, il y a quelques rares spermatozoïdes immobiles. Madame dit qu'elle a été choquée par le fait de n'avoir pas eu d'embryon à transférer, et cette expérience a été extrêmement douloureuse pour elle. Elle prend les devants et elle parle, alors que son monsieur ne parle presque pas à la consultation. Elle dit 2 choses. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être certain d'améliorer le rendement de la BT et dans quelle proportion, dans quelle chance? Et puis 2, si vous n'êtes pas sûr, faites une biopsie asynchrone pour vérifier le sperme avant que je me tape une autre stimulation ovarienne, selon elle et selon ses termes inutiles. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions tout seul. Je te passe un coup de fil et je te passe la patate chaude. Merci pour les cadeaux. Donc, pour nous, andrologues, une hypotrophie testiculaire marquée, à moins d'avoir une cause évidente, comme par exemple une fonte testiculaire post-orchite, eh bien, c'est toujours une cause génétique à rechercher, et donc il faut demander un karyotype. Eh bien, nous en a pris ici, puisque nous découvrons chez ce patient un syndrome de Klinefelter non étiqueté et homogène. Et alors, à cet âge, ça pose 2 problèmes. D'une part, la testo, donc 2,1, elle est un peu basse. Et pour répondre aux questions de la patiente, il y a 2 écueils, en fait. L'âge du Klinefelter et la testo basse. Donc, 3 choses. OK pour refaire la BT, mais j'ai besoin d'une stime de 3 à 6 mois, parce que là encore, biopsier un Klinefelter non stimulé, c'est 20% de moins en termes de récupération des spermatozoïdes. D'autre part, il faut, puisqu'elle demande une meilleure technique de biopsie, il faut passer en microthésée ici, parce que les chances de trouver par une biopsie aléatoire dans un Klinefelter des spermatozoïdes, elle est très faible. Et là où on n'est pas d'accord avec la patiente, tous deux, c'est qu'on ne va pas faire une biopsie asynchrone, parce qu'on risque de ne retrouver que quelques spermatozoïdes, et les embryologistes, parfois, nous disent « eh bien, on ne peut pas les congeler ». Alors, on aurait été content que la patiente soit stimulée et qu'on puisse être en synchrone. Ça, c'est inhabituel, parce que généralement, dans les non-obstructives, on a l'habitude de dire asynchrone, asynchrone. Pourquoi tu demandes une BT synchrone alors qu'il y a ce risque-là? Alors, d'abord parce que le patient a un Klinefelter, d'autre part parce qu'il est âgé, troisièmement parce qu'il y a un testicule qui a été biopsié, et qui a été biopsié il y a quelques années déjà, donc la fibrose de post-biopsie plus la fibrose du Klinefelter vont augmenter, et donc les risques ici de biopsie, vraiment, de positif de la biopsie. Ok, donc voilà. Parlons avec le couple. Alors, on va discuter avec le couple. Ok pour la stimulation hormonale parce que tu penses que ça va donner un vrai plus. Ok, parce que tu as des objectifs aussi. Voilà, alors maintenant, il y a on n'a pas mis beaucoup de références bibliographiques, mais enfin, il y en a une qui est très importante, c'est de l'andrologue Sandro Esteves, qui est très connu, qui est brésilien. Alors lui, il a fait une étude récente et qui a montré qu'en termes de stimulation, ce que l'on cherche à avoir, c'est soit une testo qui monte à 4,2, et à ce moment-là, on part en biopsie, soit, si on n'arrive pas à ce chiffre-là, au moins par rapport à la testo de départ, essayer de gagner 2 points de testo. Si on a ça, le risque, la chance d'avoir une biopsie positive est donc, comme je le disais tout à l'heure, majorée de 20%, ce qui est donc quand même important. Mais ça demande du temps, et donc on est passé en biopsie synchrone. Ensemble, on a réussi à convaincre la dame qu'aller en synchrone, ça pourrait donner plus de chances si on trouve des spermatozoïdes. Et la stimulation, finalement, elle n'est pas tout à fait inutile, puisque, encore une fois, avec la congélation d'ovocytes, si jamais, on peut toujours congeler des ovocytes. Donc, ce n'est pas inutile.
Autrefois, d'ailleurs, Ouais. je te rappelle, Mohamed, autrefois, on commençait par faire la BT, et si la BT était négative, on disait, bon, on ne va pas ponctionner, ça va coûter de l'argent à la dame, on va rien faire. Mais aujourd'hui, avec la congélation ovocytaire, eh bien, les paradigmes ont changé, naturellement. 4.1, est-ce que tu considères que c'est un succès? Alors, c'est un succès, 4.1, il a bien répondu en dépit de son âge, après 3 mois, et donc, OK pour le démarrage de la CIM. Ok, donc pour toi, on va faire la BT synchrone, donc moi, je peux démarrer de mon côté. Alors moi, j'ai démarré, donc 12 follicules, 9 en métaphase 2, et le jour de la ponction, Alors, le jour de la ponction, je suis quand même pas... moi tout j'ai à fait- fini, hein, je vous ai donné les Toi, tu as ovocytes. fini, donc, et nous maintenant, je vous rappelle qu'il a été biopsié du côté droit, faiblement positif, donc c'est logique, je vais aller du côté gauche. Eh bien, biopsie négative. Je me dis, merde, ça commence mal, parce que le côté n'a pas été touché. Donc là, je suis forcé de reprendre le premier côté sur lequel il y a eu juste une biopsie conventionnelle, c'est-à-dire on a ouvert, on a pris un morceau, on l'a refermé, et fort heureusement ici, la biopsie droite est positive parce qu'on a changé de technique, on est passé en microthésée et on a essayé de rechercher ces fameux tubes séminifères, où qu'ils soient, et dans lesquels le précédent opérateur aurait pu ne pas trouver de... Alors c'était pas riche quand même, hein, la biopsie. Alors c'était pas riche, mais bon, parfois on a juste une ou deux paillettes et malgré tout on a un bon résultat. On a quand même pu même congeler 2 paillettes de faible qualité et Voilà, donc malgré c'est tout, en cours. grossesse en cours. Très bien. Allez, un dernier cas. Alors, un dernier cas, quand on a pas préparé, facile. pas facile, mais quand on a préparé cette petite présentation, je t'avais dit, Mohamed, qu'on avait parlé avec plusieurs confrères en France et qui avaient un problème d'unité de lieu. Donc, en gros, nos confrères urologues en France, voilà comment ils font. Ils sont dans le service d'urologie, ils arrivent pour la BT, ils font la BT des deux côtés. Il y a un coursier qui vient prendre les flacons, l'urologue part, et le flacon part dans le centre de PMA. Et nous, c'est ça qu'on veut éviter, justement. Et donc, cette dame qui est jeune, qui a des cycles qui sont réguliers, pas d'antécédents particuliers, bilan hormonal normal, mais d'emblée, on sait que son mari il est cryptozoosperme et elle a un antécédent donc aussi difficile à cause d'un sperme qui n'était pas optimal, puisque, surprise, passage en azospermie sans qu'il y ait de congélation préalable, et donc le jour J, impossible de faire une BT en synchrone, monsieur n'est pas préparé, et finalement, donc, heureusement, ici, on rattrape le coup, puisqu'on congèle 17 ovocytes matures, ce qui est un excellent nombre, surtout chez cette patiente qui est extrêmement jeune. Maintenant, une fois, ça va, mais 2 fois, ça ne peut pas passer, donc il ne faut surtout pas rater le coup la prochaine fois. Émine, allô, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tout d'abord, j'anticipe une question de la salle. Le patient est cryptozoosperme. Vous allez nous poser la question, pourquoi on n'a pas congelé? Parce que voilà, le risque, on ne congèle pas. Et d'ailleurs, dans les spermogrammes, très souvent, les laborantins nous mettent cryptozoospermie, une congélation est souhaitable. Eh bien, on n'a pas congelé parce que les embryologistes sont quand même très tatillons sur la qualité de ce qu'on congèle. Et ici, les spermatozoïdes n'étaient pas mobiles. Et on aurait pu anticiper et on le aurait pu- préparer pour une BT synchrone éventuelle Voilà. de secours. Voilà. En tout cas, ça n'a pas été fait. Et là, est-ce que tu peux trouver une Eh bien solution? là, écoute, je n'ai rien trouvé. Il a 42 ans, l'examen est totalement normal, bilan hormonal normal, karyotype normal, il n'y a aucune cause curable. En fait, c'est un patient qui a fini de dégrader son sperme, il était crypto-zoo pendant pas mal de temps et aujourd'hui, il passe en azo et donc on lui a dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut passer en BT. Voilà, Et donc là, ça, il c'est accepté. On en discute ensemble. Donc finalement, voilà ce qu'on prévoit de faire. On a des ovocytes. Donc on va préparer l'endomètre pour recevoir les ovocytes. Et le jour de la première administration de progestérone, eh bien, ce jour-là, il y aura la biopsie. Et si positive, à ce moment-là, on décongélera les ovocytes, bien entendu. On ne va pas décongeler les ovocytes avant. Donc ça, c'est notre plan. Et nous y voici. Moi, j'ai préparé sommes. l'endomètre. Oui. À toi de jouer. Alors ici, je vais faire une biopsie testiculaire droite microthésée extensive, c'est-à-dire avec beaucoup de prélèvements et très profond. Et je garde en tête qu'il y a 17 ovocytes, donc j'ai besoin quand même d'un certain nombre de spermatozoïdes. Malheureusement, les embryologistes en extempo, sur les premiers résultats du mois, nous disent 3 spermatozoïdes seulement, ce qui pose 2 questions. Première chose, est-ce que je vais changer de côté? Et je n'ai pas envie de changer de côté pour 2 raisons. D'abord, il y a un petit adage entre les embryologistes et nous. Quand elles ouvrent la fameuse fenêtre qui nous sépare, elles nous disent, voilà, j'ai trouvé par exemple 3 spermatozoïdes,
Donc l'idée, c'est que quand on trouve 3, on va peut-être trouver 10 ou 15. Il ne faut pas se précipiter sur l'autre testicule, d'autant que, je le rappelle, la femme est jeune, elle a 25 ans, je crois, ou 28 ans, je ne sais pas, mais elle est jeune. Et donc on part sur quelques PMA, j'imagine. Et donc j'ai bien envie de ne pas toucher au testicule gauche et essayer de faire le mieux que l'on puisse faire du côté droit, pardon, garder le même testicule. L'autre possibilité... Bah oui, s'il y a si peu de spermatozoïdes, autant ne pas tout décongeler quelques ovocytes juste pour avoir ce qu'on peut obtenir. Et c'est paradoxal. D'habitude, on a beaucoup plus de spermatozoïdes que d'ovocytes. Sauf que peut-être que quand on en discute encore en plus large... Voilà, d'où l'intérêt de la fameuse fenêtre dont je parlais au départ. C'est vrai que quand on fait les biopsies et qu'on part, on ne peut plus faire ce saphen extempo. Là, l'avantage, on peut discuter de vive voix avec les embryologistes et leur dire, est-ce que sur ce premier résultat insuffisant de 3 spermatozoïdes, tu peux optimiser cette collecte et m'éviter de toucher à l'autre côté. Docteur Loumi, on va te poser la question. Viens, on va te poser la question directement. Viens au micro. Donc, on a 3 spermatozoïdes, 10 ovocytes congelés. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Tout d'abord, je vous remercie pour cet esprit de concertation entre andrologues, cliniciens et biologistes. Alors, dans ce cas, on avait en fait plusieurs fragments que Emile nous a donnés à travers le passe-plat. Et nous avons trouvé que 3 spermatozoïdes cadavériques. Donc, c'était pas... Il ne faut pas utiliser ce mot avec les patients, s'il te plaît. Donc, ce n'était pas évident de trouver d'autres éléments, mais nous avons appliqué, comme disaient les urologues, la fameuse sauce magique, la collagénase. C'est une protéase, c'est une collagénase type 4, parce qu'il y a plusieurs types de collagénase. C'est une protéase qui permet de dissocier les spermatozoïdes à partir de l'épithélium séminal. Donc, on laisse agir pendant un certain temps avec des concentrations bien précises. Et après, on regarde. Un temps bien précis aussi. Voilà, et un temps bien précis. Mais ça prend du temps. Déjà dépassé. C'est pas évident, docteur Midessi. Donc, c'était laborieux. Et finalement, on avait trouvé... de quoi injecter les 17 ovocytes à la fois. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, tu vas rester avec nous pour la conclusion, parce que, Monsieur le Président, on a fini, nous. Moi, j'ai envie de dire qu'optimiser le facteur masculin, si tu peux passer le micro à Emine, il est maintenant actuellement possible. Oui, il est actuellement possible. La manière la plus simple d'optimiser le facteur masculin, c'est d'utiliser la bonne technique de biopsie et donc la microthésée. Vous voyez ici, malheureusement c'est un peu flou, c'est très clair chez nous. Par contre, toute la partie gauche est présente à décrire des tubes séminifères dilatés versus l'autre côté. Il faut faire des step-by-step biopsies, comme on vient de l'expliquer maintenant, ne pas ouvrir d'emblée tous les 2 testicules, mais commencer à chaque fois à faire des extemporanées avec les embryologistes. Et surtout, cette notion ancienne de synchrone ou asynchrone en fonction de la FSH, elle est complètement révolue. Chaque biopsie doit se discuter véritablement entre nous 3. Mais tu as présenté d'autres choses pour Alors voilà, ça c'était la chose la plus basique si je puis dire, mais optimiser le facteur masculin peut passer également par des traitements chirurgicaux comme la cure de varicocèle ou des traitements désormais médicaux comme la stimulation, on en a parlé tout à l'heure, ou d'ailleurs les antioxydants, mais ceci pose problème, Mohamed. Oui, mais enfin, pose problème, il faut savoir ce que c'est, et il faut en discuter. C'est que ces manières-là, contrairement à la biopsie, prennent du temps pour agir, ça n'agit pas toujours, mais prennent du temps souvent pour agir. Et c'est pour ça qu'on a montré tous ces cas, pour dire qu'il faut en discuter entre nous. Quand j'adresse un couple pour optimiser le facteur masculin, je te dis d'emblée dans la lettre pour que tu puisses être au courant, femme jeune, réserve normale, femme âgée, ne peut pas patienter beaucoup. Et puis, on a la congélation des ovocytes. Si jamais l'optimisation est franchement nécessaire, parce qu'il y a des antécédents de faible taux de blastulation, développement embryonnaire, eh bien, on peut congeler des ovocytes le temps que tu puisses faire ton travail pour optimiser les choses. Voilà, et donc pour faire de la PMA, c'est notre dernière diapo, eh bien, il faut être 5. J'espère que nous vous avons convaincu de l'intérêt de la collaboration entre urologues et gynécologues. On fait sortir de la fenêtre les embryologistes qui font finalement l'essentiel du travail, si je puis dire, la partie la plus importante. Et bien sûr, il faut également le couple qui parfois joue contre nous, qui parfois est avec nous, mais je pense que toutes ces discussions doivent avoir lieu entre nous 5. Voilà. Merci. Donc, je n'ai plus rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci à vous 2 et à vous 3.